Merci d'être venu. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, un bon début d'après-midi. Je vous présente donc Pierre-Alexandre Anstett, qui est donc, comme c'est indiqué ici, un des dirigeants importants de Michelin. Il a fait, il vous le dira mieux que moi, toute sa carrière chez Michelin. Il a occupé des postes importants dans des usines du groupe, que ce soit en France ou en Asie. Et c'est en prenant appui sur cette expérience industrielle qu'il va témoigner aujourd'hui, puisque nous allons parler de décision de nouveau et de dialogue social, de climat social qui, il nous l'expliquera, est un effet du dialogue social, et c'est ce dont on va parler pendant 1 heure. Et puisqu'on est en comité plus restreint que ce matin, on gardera une part pour échanger et répondre à vos questions. Ce dont Pierre-Alexandre va témoigner, c'est comment, en travaillant sur le climat social au sein d'une usine, il a réussi à, moi je dis révolutionner, comme c'est un homme, vous allez le voir, extrêmement modeste. Lui n'emploie pas des termes aussi provocants, mais de fait, il a révolutionné la manière d'obtenir une performance sur un site donné. Et c'est ce qui m'a amené à lui demander d'intervenir aujourd'hui, parce que je considère que c'est révolutionnaire. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble au cours de cette heure d'échange avec vous. Ma question liminaire, pour qu'on puisse bien comprendre de ce dont on parle, c'est quelle était la situation quand tu es arrivé, quand tu as été nommé dans cette usine, quel est le contexte, de quelle usine on parle, quelle est la situation au moment de l'arrivée? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors le cas dont Gilles propose qu'on parle, c'est le cas d'une usine dont j'ai pris la direction, c'est l'usine qui est située à Roanne, une usine Michelin à Roanne, dont j'ai pris la direction il y a quelques années. Et alors, la caractéristique de cette usine, juste peut-être pour dresser un peu les contours du sujet dont on parle, cette usine, c'était une usine à l'époque qui était spécialisée dans des produits de haute performance. Alors dans le domaine du pneu, des produits de haute performance, c'était des pneus relativement gros et qui permettent à des véhicules de tourisme, comme nous avons peut-être chacun d'entre nous, d'accéder à des vitesses assez élevées. Donc voilà ce qu'on appelle des pneus haute performance dans le domaine du pneumatique. Et donc cette usine avait la caractéristique de produire ces pneus-là. Et à l'époque, c'était des pneus qui, du coup, avaient des tailles de 17 pouces, voilà, pour les spécialistes, ce qu'on appelait haute performance à l'époque, et aujourd'hui, ce qu'on appellerait du cœur de gamme, et un pneu qui, aujourd'hui, équipe des véhicules tout à fait standards. Mais à l'époque, en tout cas, la caractéristique de cette usine était d'être sur du haute performance, et donc, en tant que tel, ce marché-là étant un marché qui était encore relativement technologiquement difficile à atteindre pour un certain nombre de concurrents, c'était un marché qui était évidemment très lucratif, qui rapportait beaucoup d'argent et qui donc cette usine était forte contributrice à la marge générée par le groupe dans son ensemble. Et derrière tout cela, s'était installé finalement un certain nombre de croyances dans l'ensemble du corps social. Et alors, ne voyez aucune caricature dans ce que je veux dire, j'ai beaucoup d'attachement pour les équipes de Roanne, mais simplement pour caricaturer et pour forcer un peu le propos, une forme de croyance d'invulnérabilité, d'insubmersibilité. Finalement, avec tout ce qu'on rapporte au groupe, on produit des pneus haute performance et quelque part le biais s'installe assez naturellement de penser soi-même qu'on est d'une performance supérieure aux autres au motif des produits qu'on produit qui sont plus performants. Et donc il y avait un certain nombre de points qui s'étaient installés et qui quelque part ressemblaient presque à une forme d'arrogance, à une forme d'immaturité, pour reprendre un peu la question de l'enfant et de l'adulte dont parlait Laurent Bibard tout à l'heure, une forme d'immaturité en se disant finalement rien ne peut m'arriver. Et globalement, ça c'était la façon dont le corps social se percevait, et ça avait d'ailleurs conduit, quelques mois avant que j'arrive dans l'usine, à un grand mouvement social, qui avait été un mouvement revendicatif, avec quelque part l'aboutissement de ce genre de choses assez classiquement. C'était une volonté qui était affichée par l'ensemble du corps social d'accéder à une rémunération supérieure, d'avoir une meilleure part du profit du groupe tout entier, et donc quelque part d'avoir des augmentations. Et cette crise sociale avait été très marquante parce qu'elle avait notamment été très médiatisée. Et pendant 15 jours, le site avait été totalement bloqué par ses salariés.
Et bien sûr, alors l'actualité de l'époque faisait que c'était devenu très rapidement le premier titre du journal de 20h de TF1 tous les soirs pendant 15 jours, avec un coup des salariés enchaînés aux grilles, un coup des salariés couchés devant les camions, un coup des salariés qui menaçaient de s'immoler par le feu. Enfin, vous imaginez quelque part une crise qui, bien sûr, dans ces cas-là, laisse énormément de stigmates. Et quand je suis arrivé, elle était terminée, mais bien sûr, ça laisse beaucoup de stigmates entre ceux qui voulaient travailler et ceux qui ne voulaient pas travailler, entre la direction générale qui s'inquiète d'une attitude comme ça sur un site. Enfin bref, en gros, un climat social qui était devenu extrêmement délicat et un dialogue qui était bien sûr impossible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, pour compléter le décor, c'est que c'est très très facile c'est beaucoup plus facile de faire médiatiser un conflit dans le pneumatique, parce que ça fait des très très belles images. Le pneu, ça brûle très très bien, et quand ça brûle, ça fait de la fumée très très noire. Donc pour les médias, en particulier audiovisuels, c'est remarquable, parce que ça s'allume et ça brûle très très vite, et ça fait de la fumée qui se voit à des kilomètres. Donc médiatiquement, c'est très facile. Alors, ça, c'est la situation, je dirais, sociale et quelque part la perception qu'avait le corps social quand je suis arrivé sur ce site. Et à l'inverse, finalement, entre cette perception que pouvaient avoir les équipes et la réalité qu'on pouvait probablement anticiper pour ce site, il y avait pour autant un certain nombre de choses qui étaient des fragilités du site qui manifestement n'étaient pas perçues par l'ensemble des équipes. Parmi ces choses-là, le fait de maintenir une activité manufacturière, parce que le pneu est une activité manufacturière dans des pays à coût de main-d'œuvre élevé, c'est toujours un challenge et c'est quelque chose qui nécessite à un moment donné de toujours s'interroger sur le fait qu'on a la meilleure performance et surtout qu'on est capable d'être toujours avec des produits qui sont ceux les plus générateurs de marge. Ça veut dire que quelque part, face à une évolution qui était assez facilement anticipable du marché, où quelque part ce produit qui aujourd'hui générait de la valeur allait bien sûr susciter les investissements de l'ensemble des concurrents pour être capable de venir eux aussi capter cette valeur, on comprenait assez facilement que ce marché qui jusque-là était un marché de niche allait devenir un marché fortement concurrentiel dans lequel une usine française aurait du mal à trouver sa place si en tout cas elle se considérait simplement invulnérable. Et bien sûr, quand on parle de cette question de compétition qui s'installe, la compétition, elle s'installe sur énormément de choses, et notamment sur un critère qui est toujours très intrusif pour le corps social, c'est le critère de la flexibilité et de la capacité à s'adapter à des marchés fluctuants. Dès que la compétition apparaît, vous sortez d'un état dans lequel était installée l'usine jusque-là, où vous êtes quelque part avec un monopole, et quelque part les clients sont prêts à attendre 6 mois pour avoir vos pneus, et donc la question de savoir à quel point vous éprouvez le besoin de vous adapter à une demande à un instant donné est une question assez secondaire. Le stock que vous pouvez accumuler est tout à fait acceptable pour une entreprise dès lors que c'est un produit qui marche énormément. J'imagine que pour Vuitton, la question du stock est assez secondaire. Et donc, quelque part, on venait d'une situation où, finalement, la compétition était assez faible et où, notamment, la compétition, quand elle s'exprime sur la question de la flexibilité au travail, de la flexibilité, la capacité à avoir des rythmes fluctuants en fonction de la demande du marché, n'était absolument pas au cœur des préoccupations, mais allait le devenir. C'était quasiment une certitude. Et donc, quelque part, si je devais résumer en quelques mots ce que j'ai finalement ressenti en arrivant, c'est que le site avait effectivement une très bonne santé économique, qu'il y avait quelque part un sentiment d'invulnérabilité qui existait, un dialogue social qui était difficile, mais pour autant un hiatus à réconcilier entre ce que les gens percevaient comme étant de l'invulnérabilité et les menaces qui ne manqueraient pas d'arriver. Et toute la difficulté, c'était d'être capable de réconcilier ce hiatus entre la perception et probablement le besoin de faire évoluer un certain nombre de choses, alors que le dialogue social était quasiment impossible. Et simplement pour camper le discours du dialogue social, quand j'ai pris mes fonctions, donc pour le coup, aucun tort ne m'était imputable à ce moment-là, le premier jour, quand je suis arrivé, les partenaires sociaux ont refusé de me saluer en disant simplement que j'étais le dernier émissaire envoyé par la direction générale qui, de toute façon, n'avait pas voulu obtempérer au dernier mouvement de grève et octroyer des augmentations de salaire comme il l'avait espéré. Donc le dialogue social, vous pouvez en convenir, dans ces cas-là, n'est évidemment pas propice à être capable de réconcilier le hiatus qui peut exister entre la perception et peut-être les menaces qui peuvent se dessiner. Bon. Et dernier point, c'est que, en fonction de ce que je viens de décrire, je percevais une chose certaine, c'est que le premier point où l'usine aurait probablement à s'adapter, c'était notamment sur la question de, finalement, la flexibilité, adapter sa capacité. Et pour avoir eu un passé managérial pendant 10 ans en usine auparavant, je sais une chose, c'est que c'est très facile de parler de flexibilité, et aujourd'hui on parle beaucoup de la flexibilité individuelle, auquel chacun d'entre nous appelle, mais que quand on parle de flexibilité en matière de production, c'est toujours quelque chose qui est en réalité extrêmement intrusif
pour les personnes qui opèrent l'appareil de production, et donc ça n'est pas un changement anodin qui relève de la technique ou de l'excellence opérationnelle, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, est de nature à être finalement intrusif pour les gens et quelque part à fissurer le collectif. Donc voilà la problématique telle qu'elle était quand j'ai pris mes fonctions. Oui, alors justement, quand on est donc un ingénieur, qu'on a sur la tête un directeur industriel qui a en France une douzaine d'usines, ou à peu près, ouais, une vingtaine d'usines, donc on est un parmi 20. On a l'usine la plus moderne à l'époque, enfin qui a un outil industriel performant, avec un corps social tel qu'il vient d'être décrit, un peu arrogant et bien chauffé. On a un savoir-faire d'ingénieur avec des process, des méthodes et des standards à appliquer. On a ce diagnostic. Ok, on fait quoi? Qu'est-ce que ça inspire, ce diagnostic? Ou à ce moment du film, voilà, ça t'a inspiré quoi? Quelles sont les pensées ou les envies stratégiques ou le rêve, pour reprendre le vocabulaire de ce matin, voilà, les intuitions stratégiques qui viennent ou les envies, c'est quoi? Alors, le premier point, c'est effectivement, enfin, et moi, pour le coup, en prenant ces fonctions, alors, j'avoue que je n'avais pas une énorme confiance en moi, donc j'étais déjà probablement un peu assailli par un syndrome de l'imposteur qui, déjà, de façon générale, m'amenait à me questionner sur « mais qu'est-ce que je vais faire avec ce machin ?» Et bien sûr, ayant un passé industriel, j'avais fait du management industriel pendant une quinzaine d'années, il y avait une option qui était une option assez simple, qui était de faire ce que je savais faire. L'excellence opérationnelle, du lean, enfin tout ce qu'on peut lire à droite à gauche, qui permet à un moment donné de faire en sorte que tous les KPI essentiels d'une usine, que ce soit ton TRS, sa perte matière, enfin tout ce que vous voulez, évidemment, il était possible pour moi d'adopter cette science de l'ingénieur que j'avais su cultiver pendant un certain nombre d'années dans le domaine de la production, et c'était quelque part une voie qui me semblait être la voie facile. Et simplement, et probablement cette voie n'était pas une menace pour moi, puisque de toute façon... permettait d'être bien noté. Voilà, un directeur de site, en gros, chez Michelin, quand on est directeur de site, c'est pour une durée de 3 à 5 ans. Et encore une fois, les menaces dont je parlais tout à l'heure, avant qu'elles se révèlent, je savais que ça ne serait pas mon sujet à moi. Et donc, que quelque part, une des voies qui s'offrait à moi, c'était de dire, je vais essayer de faire, aussi bien que mes prédécesseurs ont essayé de faire, de l'amélioration de la performance au jour le jour. Mais malgré tout, j'ai à ce moment-là, et j'ai été notamment amené à réfléchir avec un certain nombre de personnes sur la question de mon rôle. Et la première question qui m'est arrivée, c'est quel est mon rôle dans cette histoire? Dois-je être celui qui va réconcilier le hiatus dont je viens de parler? Ou dois-je être celui qui va simplement, et c'est pas péjoratif parce que c'est déjà très difficile à faire, qui va essayer de miser sur un truc qui de fait donnera plus de force à l'usine, c'est améliorer son excellence opérationnelle en travaillant sur du management de fabrication tel que ça existe de façon traditionnelle. Et en fait, assez rapidement, alors, pour des raisons, peut-être parce que je ne me sentais pas non plus capable d'améliorer suffisamment les KPI et que je me suis dit que c'était peut-être une autre voie qu'il fallait tenter, assez rapidement, je me suis résolu à ce que mon rôle devait être ailleurs et que mon rôle, quelque part, si j'avais à le décrire, on m'avait confié à peu près 1 millier de personnes dans cette usine, finalement. Au-delà de me parler de l'industrie, il y avait une communauté d'1 millier de personnes dont on m'avait confié la charge. Et que quelque part, je me sentais un peu obligé d'apporter le meilleur de ce que je pouvais pour que son destin soit le meilleur possible. Et encore une fois, sans prétendre pouvoir influencer le destin de qui que ce soit, en tout cas contribuer à faire en sorte, comme n'importe lequel des 1000 salariés de l'entreprise, à faire en sorte qu'il soit peut-être un peu meilleur. Donc le premier point a été de se concentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et rapidement, je me suis dit que, vu la grisaille qui se profilait à l'horizon, il y avait peut-être qu'une chance sur 1000 qu'on arrive à faire en sorte que cette usine ait encore sa place dans le footprint industriel Michelin, mais que s'il devait y en avoir une, c'en était toujours une et qu'il fallait le tenter. Et qu'à partir de là, le premier choix, ça a été de se dire, tiens, si on essayait de faire en sorte que ce collectif, qui aujourd'hui ne bénéficie évidemment pas d'une grande bienveillance du groupe, vous imaginez après un mouvement social comme celui-là, pourquoi diable une grande entreprise déciderait d'investir des dizaines de millions d'euros pour permettre à cette usine de produire ce que serait le haute performance de demain, puisque le haute performance d'aujourd'hui va devenir le cœur de gamme. La dialectique est à cet endroit-là, et comment faire? Et donc je décide à ce moment-là que je vais essayer de travailler sur la question du collectif qui donne confiance. Comment donner confiance à l'ensemble du groupe dans ce collectif avec lequel on vient de se déchirer quelques mois plus tôt? Et comment le faire alors qu'on sait qu'il y aura un passage obligé qui sera d'abord de passer par une flexibilisation plus importante qui, pour le coup, aura tendance à fissurer le collectif.
Et donc assez rapidement, je me dis, voilà, s'il y a un truc qui peut en valoir la peine, si on veut donner une chance à ce que cette usine reçoive les investissements dont elle a besoin demain pour être capable de s'adapter à un marché sur lequel elle aura sa place, alors on va avoir besoin d'être les meilleurs probablement en termes de performance, ou d'être au moins bien positionné en termes de performance, mais on va avoir besoin aussi de donner l'envie, quelque part, et de bonnes raisons au groupe d'investir à cet endroit-là et pas ailleurs. Et vous savez, en matière d'industrie, je crois que les bâtiments, ça se reconstruit ailleurs. Des machines, ça se déplace ailleurs. Les savoir-faire, il ne faut pas se leurrer. Et l'innovation, quand vous avez un savoir-faire aujourd'hui, probablement, il vous donne 3 ou 4 ans d'avance, mais arrêtons de penser que les autres ne sauront pas faire ce qu'on sait faire. C'est, je pense, la première des arrogances qui est probablement la plus dangereuse. Donc tout ça, ce ne sont que des choses qui peuvent se reconstruire ailleurs. La compétence, la technicité, les moyens, les bâtiments. Et donc, très rapidement, je suis arrivé à la conviction qu'il y avait un truc, peut-être, qui, lui, ne pouvait jamais être garanti d'être reconstruit ailleurs, c'est la valeur d'un collectif. Et donc tout l'enjeu a été de se dire comment faire en sorte que ce collectif renvoie une image telle que la confiance qu'on a en lui nous paraît quelque chose qu'il faut préserver coûte que coûte. C'était un peu l'idée qui finalement a fini par caresser un peu mon esprit. Et là-dessus, vous avez peut-être entendu la conférence de Florent Ménégo ce matin, mais quelque part, je n'ai pas nécessairement inventé cette histoire, c'est quelque part dans les mythes fondateurs de l'entreprise. Ça correspondait aussi peut-être un peu à l'ADN de l'entreprise. Peut-être certains d'entre vous ont un jour vu le moment où François Michelin, c'était une conférence très touchante, enfin un conseil d'administration très touchant, le jour où François Michelin passe le relais à son fils Édouard, après que François Michelin ait finalement présidé à l'entreprise pendant 30 ans. Il y a une scène très touchante où il explique comment il a reçu lui-même le relais de la direction de cette entreprise. À l'époque, c'était une petite entreprise française. Et quand il l'a reçu de son grand-père lui dit, son grand-père qui avait été un des fondateurs, son grand-père lui dit « Nous avons choisi avec mon frère à l'époque d'investir dans une petite entreprise qui faisait une centaine de personnes à Clermont-Ferrand. Nous avons choisi de le faire alors que nous étions parisiens, nous sommes venus à Clermont, nous avons vu des gens et nous avons vu des salariés qui étaient dans la cour de l'usine en train d'essayer de trouver des solutions pour résoudre un problème que l'entreprise rencontrait. Et quand on les a questionnés, ces salariés nous ont dit « Non, ne dites pas à nos chefs que nous sommes en train d'essayer de trouver une solution, ils en seraient vexés. » Et à l'époque, il semblerait que les grands-pères de François Michelin aient fait le choix d'investir et de s'engager dans une entreprise qui était quasiment en faillite, avec ce mot-là qui a été répété par François, c'est « J'ai la conviction qu'avec des gens comme ceux-là, on peut faire de grandes choses ». Quand vous avez évidemment dans l'entreprise un mythe fondateur comme celui-là, assez rapidement vous faites le lien avec le truc qui a dû probablement me traverser l'esprit quand je me suis dit « Essayons de faire en sorte que ce collectif soit, parce qu'il est, parce qu'il représente, par sa maturité, ce qui n'est pas simple compte tenu du point de départ, soit tellement précieux que ce soit finalement au nom de ça qu'on arrive à déclencher des choses que le seul raisonnement rationnel ne permettrait pas. » Et donc tout l'enjeu a été de se dire comment arriver à ça, alors que vous le comprenez, l'un des points de passage va être à un moment donné quand même d'être compétitif sur son marché et de passer par la flexibilité. Et à ce moment-là, je suis un peu saisi d'humilité et je me dis bon ben je ne vais pas y arriver forcément, mais par contre j'ai une certitude, c'est que tout ne sera que question d'équilibre qu'on saura trouver entre des choses qui sont assez simples, c'est ce qu'il faudrait faire pour rendre une entreprise compétitive, c'est assez simple en fait, il y a quelques ratios assez simples, vous avez besoin de rendre vos investissements rentables, donc de faire en sorte que vous ayez un ROCI, vous appelez le ratio comme vous voulez, mais c'est assez simple, et en fait vous avez beaucoup de dirigeants qui sont capables de vous expliquer avec beaucoup d'éloquence pourquoi il faut optimiser l'utilisation de vos capacités de fabrication, pourquoi il faut réduire les stocks parce que c'est du capital qui dort, tout ça c'est quand même pas très génial, le concept n'est pas très élaboré, mais en général c'est quand même là-dessus qu'on use sa voix managérialement pour expliquer pourquoi il faut que des gens fassent des choses. Et en fait, toute la difficulté, c'est que ce que vous décrivez, ça n'est pas vous qui le faites en tant que dirigeant. Donc la question de la flexibilité sur des moyens comme Michelin, c'est s'obliger à avoir des gens qui vont travailler le dimanche. Et travailler le dimanche, on sait tous expliquer pourquoi il faut le faire et pourquoi ça améliore la rentabilité des actifs, mais personnellement, je n'ai jamais travaillé le dimanche et je ne suis certainement pas celui qui sait mesurer vraiment ce que ça représente comme contrainte familiale que de quitter la famille à 13h pour aller bouffer, pour aller travailler. Quand c'est le dimanche et que c'est la communion. Je ne sais pas le dire, donc je sais très bien décrire ce qu'il faudrait faire, mais je suis incapable de capter à quel point ce qu'il faudrait faire est acceptable pour les gens puisque je ne l'ai pas vécu moi-même. Et donc très rapidement, j'ai une conviction, c'est que si on veut être capable de trouver ce bon équilibre qui permettra à ce collectif d'être fier de ce qu'il est, de briller et de donner l'envie de miser sur lui, une chose est sûre, c'est que j'ai besoin de travailler avec quelqu'un parce que le brio intellectuel des cours d'économie ne sert à rien pour trouver un équilibre. Il ne représente qu'une partie de la balance. L'autre plateau de la balance,
c'est l'engagement des gens. Et pour comprendre à quel point quelque chose qu'on souhaite faire est intrusif, eh bien finalement, il y a des personnes qui peuvent vous aider à le comprendre quand ça vous est inaccessible en tant que manager, ce sont précisément les partenaires sociaux. Et donc tout l'enjeu a été de se dire comment installer un dialogue social qui permette à un moment donné de trouver ce bon équilibre qui permettra à ce collectif de briller. Donc tu nous dis qu'effectivement, on a bien compris le contexte. Par rapport à ça, tu nous dis, ça me donne envie de faire quelque chose et je ne peux pas le faire tout seul. Je vais miser sur ce collectif et essayer de faire en sorte que ce collectif donne envie, devienne suffisamment fort pour que la direction ait envie de le considérer et que lui-même devienne quelque chose de puissant. OK ? Là où la plupart des ingénieurs auraient continué à faire de l'amélioration au quotidien avec des résultats ordinaires, mais qui ne fassent pas de vagues, tu as voulu, là où la plupart des gens, et les consultants ici dans la salle peuvent en témoigner, auraient dit « Oh il m'aurait fallu des gens différents, mais avec ceux-là, ça ne va pas être possible. » Bon, OK, tu fais ce pari que je considère être une provocation. OK, concrètement, on fait comment ? Alors, je ne sais pas comment on fait dans l'absolu. Je sais ce que j'ai fait. Alors, je reprends la question. Concrètement, tu as fait comment ? Tu as fait quoi ? Parce que ce concept de « je vais faire quelque chose de formidable », c'est généreux, c'est brillant, c'est enthousiasmant. Mais là, concrètement, premier coup de pioche, c'était comment ? Je pense que, à travers ce que je viens de décrire comme décor, à travers ce qu'on connaît les uns et les autres de l'histoire du dialogue social en France, le dialogue social en France, c'est quand même plutôt construit toujours dans la lutte. Et quand je parle d'une lutte, pour moi, mon propos n'est pas de reprocher à qui que ce soit quoi que ce soit. Quand on lutte, c'est qu'on est plusieurs à lutter quand même. Objectivement, c'est que, peu importe, la logique n'est pas précisément celle qui décrit ce que je souhaite faire avec les organisations syndicales. Et je comprends parfaitement que si j'arrive demain en racontant cette histoire, dans un contexte social tel que celui qu'on a décrit, en disant « Écoutez les gars, il faut qu'on arrive à susciter l'envie de miser sur nous parce que sinon demain ça craint », c'est un discours qui, porté par n'importe qui, pourrait assez facilement être vu comme menaçant. Un chantage, un truc... Et là, je pense que le premier point, c'est de bien comprendre que la question n'est pas seulement de raconter le discours, ne pas raconter... la question de la transparence, c'est de dire « voilà ce que je vois si on ne fait rien ». La question, c'est le messager qui le porte, il doit aussi avoir au préalable inspiré quelque chose qui fait que le message sera entendu et qu'il ne rentrera pas simplement dans la case du grand capital qui veut embêter le travail. Tu nous as expliqué que tu étais le dernier suppôt en date de la direction. Exactement. Donc, Et je vous l'ai dit dans le décor, le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est que si naturellement un directeur de site vient pour 3 à 5 ans, je sais que la voie naturelle que j'aurais pu choisir était simplement celle d'optimiser le TRS, le taux de rendement d'utilisation de je sais pas quoi, de n'importe quelle capacité, réduire la perte matière, j'aurais pu simplement agir là-dessus. Et probablement, si j'y étais arrivé, je suis pas sûr que j'y serais arrivé d'ailleurs, parce qu'il y en avait plein d'autres qui avaient essayé avant moi quand même, si j'y étais arrivé, probablement ça m'aurait valu un parcours chez Michelin tout à fait naturel et une promotion, probablement, voilà. Donc la question est déjà d'exprimer clairement, et pour moi ça a été d'être très clair sur l'intention que j'avais et quel était le rôle dont je vous ai parlé tout à l'heure, que moi, je souhaitais jouer vis-à-vis de l'usine. En aucun cas le rôle du héros, parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais par contre, quelle serait ma vraie fierté à moi? Je pense qu'il y a déjà des vertus à être capable de décrire, avec des vrais mots qui sont les siens, ce que moi, je rêve vraiment de faire ici. Et donc, bien sûr, si vous commencez par raconter une histoire comme celle que je viens de vous raconter le premier jour à des gens qui n'ont pas voulu vous saluer en disant « moi, je rêve qu'un jour on mise sur notre collectif », alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas conscience du fait qu'il faut miser sur le collectif, franchement, vous allez sembler quelqu'un de perché et super sympa, mais personne ne vous écoutera. Donc le premier point a été d'abord d'installer, d'affirmer que ce qui primait pour moi, c'est que ce que je veux plus que tout, c'est que dans 10 ans, les 1000 personnes dont, alors encore une fois, quand je les ai décrits et quand tu as repris mes propos, du coup ça m'a choqué, tu as dit ils étaient un peu arrogants, j'ai utilisé ce mot-là, mais fondamentalement, une des caractéristiques, c'est que j'aime les personnes dont à un moment donné, on m'a confié la responsabilité. Donc voilà, donc, quand tu dis arrogant, tu vois, autant moi j'arrive à le dire pour la caricature, pour fixer le décor, mais quand tu le dis, ça me fait encore un peu mal aujourd'hui. Mais fondamentalement, d'exprimer ce qui m'est précieux. Et ce qui m'est précieux, c'est que dans 10 ans, j'aimerais que les personnes qui sont là soient fières d'être encore là et que quand je passe devant
ce terrain qui est le terrain de l'usine aujourd'hui, je puisse raconter à mes enfants que j'ai été directeur d'un site, directeur d'une usine, en ne montrant pas une friche industrielle. Ne serait-ce que pour ce motif-là, qui à la fin est finalement quand même encore un motif d'ego, eh bien, vous voyez, moi, ce que j'ai envie coûte que coûte, c'est qu'on trouve des solutions pour que dans 10 ans, l'usine soit encore là. Et l'affirmer n'est pas suffisant, mais n'empêche que c'est probablement une condition nécessaire que d'être capable d'exprimer l'équivalent du rêve dont parlait Florent ce matin quand on parle de Michelin. C'est ça, en fait. La question, c'est qu'est-ce qui vous anime ? C'est pas quel est votre professionnalisme, c'est qu'est-ce qui vous anime. Et je pense que c'est un devoir du dirigeant que d'être très au clair sur la capacité à exprimer ce en quoi il croit lui, pas ce en quoi le marché financier, le client ou le je sais pas qui, un tiers, une des parties prenantes l'attend. C'est qu'est-ce que je rêve. Et donc le premier point a été d'exprimer ça pour installer quelque part qui va parler quand un jour on va parler du problème de hiatus entre votre perception et les dangers qui guettent peut-être l'usine. Il faut que celui qui parle soit vu par ceux qui vont l'écouter comme n'étant pas simplement motivé par la volonté de menacer pour obtenir une performance à court terme qui, lui, sera profitable. Donc d'abord, c'est d'abord l'affirmer, et c'est pas simple de l'affirmer. Mais ensuite, et c'est un processus qui est long, pour gagner la confiance, les gens vont vous écouter avec une oreille en se disant « Tiens, c'est sympa, il a trouvé un discours qui est intéressant, celui-là, il est original, et je le comprends ». La question, c'est ils vous jugeront à la lumière des faits. Et donc avant de commencer à menacer, si vous le disiez aujourd'hui, ou à décrire le danger, si vous le disiez dans un climat de confiance, l'idée, c'est dans le quotidien que vous allez avoir un certain nombre de discussions avec vos partenaires sociaux sur plein de sujets, sur des sanctions, sur des augmentations individuelles, sur tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie d'une entreprise normale. Et la question est de savoir quelles seront les oppositions que vous aurez et comment vous réagirez à ces oppositions. Et comment vous fonderez à chaque fois vos refus ou vos acceptations d'un certain nombre de demandes qui vous sont faites. Les questions que vous poserez, ce à quoi vous vous intéresserez, ce que vous écouterez dans ce dialogue et ce que vous exprimerez quand ça sera du désaccord ou quand ça sera de l'accord, si vous êtes capable en permanence de donner une continuité et que quelque part ce qui transparaît en permanence, c'est quelque chose qui résonne avec le discours que vous avez annoncé au départ, alors progressivement les gens vont commencer à se dire « Ok, peut-être qu'il ne nous a pas menti et peut-être c'est là que pourra se construire une forme de confiance ». Et puis le deuxième point qui me semble important, c'est non seulement d'affirmer et puis ensuite d'avoir la patience de se dire il est normal que les gens cherchent à voir si c'est du pipeau ou pas, mais le temps le montrera et si moi-même je ne me suis pas menti, chaque fois que je poserai les questions, elles seront en fait empreintes de cette intention et ils le sentiront. Mais ensuite le deuxième point qui est important, c'est que ce que j'ai dit sur les organisations syndicales, je pense qu'il faut être capable de l'exprimer aussi aux acteurs. De dire à un moment donné, quand il va s'agir de trouver un équilibre qui est toujours subtil pour la survie d'une entreprise, entre ce qu'il faut faire et ce que les gens ont envie ou acceptent de faire, dire qu'à un moment donné, dans cet équilibre, regarder la réalité seule, c'est une erreur fondamentale, et que vous avez besoin de quelqu'un qui saura vous parler sans faux semblant, de ce que veut dire véritablement, aux yeux du corps social, le fait de travailler le dimanche. Vous savez, quand vous êtes un dirigeant, quel que soit le niveau que vous avez, même un manager, vous avez votre cour autour qui va écouter l'argument rationnel qui vous pousse à dire il faut travailler le dimanche, qui va vous dire ouais, il faut le faire, mais vous n'accéderez jamais à la discussion qu'ils ont en rentrant à la maison et ce qu'ils raconteront de ce truc-là. Et si vous avez été capable de créer la confiance dans une relation managériale de durée, peut-être certains vont commencer à vous le dire du bout des lèvres, mais en réalité, ce que les gens ressentent véritablement et à quel point ils ont envie, et ça devient désirable pour eux de faire quelque chose, vous n'y accéderez jamais par le canal managérial. Et donc pour moi, la fonction essentielle des partenaires sociaux, des représentants du personnel, c'est, et le législateur a bien fait les choses là-dessus, il leur a donné une liberté de parole, une forme d'impunité par rapport à ce qu'ils pourront me dire, parce que quelque part, ils me diront des choses que les autres ne me disent pas. Alors parfois, ça va me déranger, mais il vaut mieux être dérangé et être dans le débat pour comprendre si on est allé trop loin dans un équilibre ou dans un autre, plutôt que d'avoir l'absence de ce débat et de s'enferrer dans ses certitudes. Et donc affirmer que vous avez besoin des OS et que vous n'allez pas faire du dialogue parce que le législateur vous l'a demandé ou parce que vous voulez obtenir un accord qui est quelque part qui relève de la négociation, mais dire j'ai besoin de vous parce que je sais que cette usine, on pourra en faire des choses très grandes si vous m'apportez cet angle manquant auquel je ne peux jamais avoir accès, qui est celui de comment ressentent les gens. Et si vous êtes prêts à rentrer avec moi dans cette logique où on cherche à faire en sorte, vous comme moi, que dans 10 ans, cette usine, elle soit là, elle soit prospère et que les gens y soient heureux, si c'est bien ça qui vous anime, alors souvent on se déchirera sur la façon dont il faut y arriver. Mais en revanche, alors on s'écoutera toujours. Si vous, comme moi, on est convaincus que c'est ça qu'on recherche, on se chamaillera et heureusement,
parce que sinon, j'ai mon équipe de direction pour ça, on ne se chamaille pas, ça va super bien. Heureusement, on se chamaillera, mais par contre, on trouvera ce qui est toujours subtil et fragile, le fameux équilibre entre la qualité de vie au travail, l'engagement des salariés et les résultats économiques dont il y a besoin. Enfin bref, toutes ces demandes de toutes ces parties prenantes qui sont toutes aussi légitimes les unes que les autres. Donc le deuxième point, c'est non seulement de dire pourquoi on est là, de le finir par l'accréditer, mais aussi d'exprimer clairement que c'est essentiel pour vous d'installer ce dialogue social, pas juste parce que c'est beau et parce que ça permettra de passer les obstacles que le législateur a posés sur votre route, mais parce qu'au nom du dessin que vous nourrissez, vous êtes parfaitement conscient de votre ignorance sur un certain nombre de sujets. Et à ce moment-là, d'être aussi capable d'affirmer aux partenaires sociaux qu'eux-mêmes n'ont accès qu'à une partie de la réalité, que votre engagement, ça sera de leur donner la possibilité d'accéder à l'autre partie de la réalité, qui est la partie de la réalité économique. Pourquoi est-on obligé d'avoir un minimum de stock? Ça n'est pas quelque chose de si évident que ça, et pourtant c'est très intrusif sur les conditions de travail, et donc c'est bien là que s'installe le dialogue. Et dernier point, c'est que dire ça aux OS, c'est quelque part au départ les inviter à un vrai travail de construction ensemble. Mais n'oublions jamais qu'il y a une contrainte qu'ont les représentants du personnel que je n'ai pas en tant que dirigeant, c'est qu'eux sont élus. Et par conséquent, ils ont le devoir que je n'ai pas, enfin que j'ai si je me sens responsable. Moi, je me sens redevable des 1000 personnes de l'usine. Je veux pouvoir les regarder dans les yeux en disant un jour, voilà ce que j'ai essayé de faire, donc je suis redevable. Mais eux, le fait est qu'ils sont redevables dans les urnes de manière régulière. Et donc toute la question est aussi d'affirmer ce que je viens de dire, de ce que j'attends des OS, à l'ensemble du corps social. Et d'inviter le corps social à mandater clairement. Et j'ai, à cette époque-là, convoqué les 1000 personnes, on a eu ce type de discussion en disant « j'ai besoin des OS, mais j'ai aussi besoin que vous leur disiez que vous les mandatez non pas pour le combat pied à pied qui consiste à chaque négociation à essayer d'obtenir un petit succès, mais vous les mandatez véritablement pour travailler en confiance avec moi, sachant que moi, je n'ai qu'une intention, c'est trouver un équilibre qui rendra cette usine durable. Et je sais que c'est dans l'équilibre que ça se passe. Alors dites-leur que c'est pour ça qu'ils sont là, parce que ça leur permettra aussi parfois, même si souvent on ne sera pas d'accord, d'exprimer leur accord, alors que sinon, la posture leur interdit de le faire. Et vous avez aussi besoin de, quelque part, protéger l'ensemble des organisations syndicales et des représentants du personnel qui sont prêts à rentrer dans ce truc-là, de les protéger du regard du corps social qui est installé dans notre modèle social, où des bons syndicats sont quand même ceux qui savent allumer les braseros devant l'usine. La preuve, ils l'ont fait il y a 2 ans. Tant que vous ne les autorisez pas à sortir de ce truc-là, quand bien même ils le voudraient, vous leur demandez un effort que personnellement je ne serais pas capable de faire. Je n'ai jamais eu le courage de me présenter, ne serait-ce qu'à une élection de délégué d'ordre des classes quand j'étais à l'école. Donc il faut aussi reconnaître cette difficulté-là. Mais ce qui suppose aussi de les libérer de la complicité de la décision. Alors, oui, ça c'est un point qui est important. Et petit à petit, en fait, ce qui s'est produit, et ça, enfin, l'histoire dont on parle, c'est une histoire qui a duré 6 ans, finalement. Construire cette confiance, s'installer dans le rôle que je viens de décrire et l'accréditer, donner ce mandat aux OS qu'au début ils ne prennent pas, évidemment, donner au corps social cette obligation de clarifier le mandat qu'ils ont donné à leurs OS. Tout ça, c'est un truc qui est quand même vachement long, hein. Enfin, il faut beaucoup de temps, et puis tout le monde observe les signaux pour savoir où est le bluff, où est la magouille, où est le truc, donc c'est assez normal. Il faut énormément de temps. Mais assez rapidement, effectivement, se pose la question quand vous commencez à rentrer en profondeur sur un certain nombre de discussions. Et très rapidement, au bout de 3 ans, la question était effectivement de modifier les conditions de travail et de passer au travail du dimanche, parce que ce qui était prévisible a fini par arriver, la compétition était là, et donc l'usine était confrontée, non pas à un marché qui avait besoin de 3 fois plus de pneus que ce qu'on savait produire, mais à un marché qui avait finalement besoin que de 90% de ce que l'ensemble des acteurs sur le marché pouvaient produire. Donc d'un coup, vous êtes dans la fluctuation de la conjoncture. Jusque-là, vous en étiez épargné, parce que quand finalement il manque 3 fois plus de pneus que ce que vous deviez faire, si les vagues elles sont là à la surface de l'océan, quand vous êtes au fond de l'océan, vous ne voyez pas qu'il y a des vagues. Donc là, d'un seul coup, on arrive dans ce truc-là. Le premier chantier, qui a été un peu difficile, ça a été de se dire, bon, qu'est-ce qu'on adopte comme organisation? Est-ce qu'on va jusqu'à travailler le dimanche ou pas? Travaillons-y ensemble. Et quand vous invitez les OS à faire un travail là-dessus en chambre, donc là on était en dehors des instances, on passait un temps fou à commencer à discuter, à comprendre comment on voyait le monde les uns et les autres, ce que moi je voyais, ce que j'entendais, ce qu'eux voyaient, ce qu'ils entendaient, et tout ça c'est très complémentaire. Ben, à un moment donné, effectivement, vous sentez que dans la salle se produit quelque chose qui est compliqué, parce que oui, de fait, cette organisation sera intrusive pour les gens. Et effectivement, la peur qui existe de façon tout à fait naturelle, c'est maintenant que tout le monde sait que les OS et la direction travaillent ensemble, quand on va finir par prendre une décision,
dont, comme Florent Menegaux le disait tout à l'heure, on ne sait jamais si c'est la bonne. Mais en tout cas, elle a au moins l'utilité de nous permettre d'avancer dans une direction, quitte à constater plus tard qu'il faut peut-être infléchir cette direction. Mais peu importe, quand vous prenez cette décision, toute la question est de savoir qui se fera lyncher sur la plage publique pour l'impopularité de la mesure. Parce que ce que vous avez discuté avec beaucoup de maturité pendant des heures et des heures pour comprendre la subtilité de l'équilibre qui vous conduit à prendre cette décision, vous l'avez fait avec quelques personnes qui sont les représentants du personnel, mais les salariés qui vont subir les conséquences de la décision que vous allez prendre, eux, ils n'ont pas eu accès à la compréhension holistique de tout l'ensemble. Et donc, ils ne voient de façon tout à fait légitime que la partie hyper intrusive pour eux. Et donc, à ce moment-là, forcément, vous allez avoir une phase, la phase de change, vous appelez ça comme vous voulez, on trouve ça dans tous les bouquins, mais une phase de rejet, de déni, de colère, de tout ça, ça va apparaître, et la question, c'est contre qui s'exprimera-t-elle? Et donc, l'autre point qui est extrêmement clair, c'est qu'il faut, à un moment donné, il y en a un qui est payé pour ça, pour assumer la responsabilité de la décision, et donc de très vite exprimer aussi au corps social. Voilà, on arrive à travailler aujourd'hui dans une bonne collaboration avec les partenaires sociaux qui aujourd'hui, vous l'avez vu, sont plus dans la lutte pied à pied, mais cherchent avec moi à essayer de trouver le meilleur équilibre pour que notre communauté arrive à s'inscrire dans la durée. Parfois, j'aurai des décisions difficiles à prendre. Je les prendrai toujours en ayant eu un maximum d'éclairage qui me semble extrêmement précieux, notamment d'un certain nombre de pans de l'organisation auxquels je ne peux pas avoir accès en direct du fait de la ligne managériale. Donc, je vais m'appuyer sur eux, mais soyez très au clair. Dans tous les cas, la décision qui sera prise sera la mienne. Et elle ne sera jamais le reflet des propos qu'ont tenus les organisations syndicales. Et donc, assumer la décision est extrêmement important quand vous prétendez aller dans une logique de co-construction. Donc oui, vous serez dans l'écoute, mais quelque part, pour le bien et l'équilibre de l'ensemble, il faut bien qu'il y en ait un qui soit payé pour être celui qui sera lynché quand il faudra être lynché, si d'aventure le mécontentement est trop important. Donc la décision, il fallait clairement la laisser, et je pense que c'est important de la laisser à celui qui est payé pour l'assumer. Mais pour autant, avant d'arriver à cette décision, c'est toute la question du doute dont parlait Florent ce matin. En fait, le bon leader doit probablement douter. La question, c'est avec qui doute-t-il? S'il doute simplement avec des congénères qui sont empreints des mêmes croyances que lui, sans être absolument dégradant pour les membres de l'équipe de direction que vous avez, en fait, le doute est assez facile à résoudre, et au moins l'avantage, c'est que les décisions se prennent rapidement. Sauf que le doute, c'est pas ça. C'est accepter d'accéder à des réalités qui jusqu'à présent vous échappent et qui parfois vous chagrinent. Donc la question, c'est bien, jusqu'au doute, nous sommes ensemble, au moment de la décision, ça n'est plus que celle du dirigeant qui, quelque part, à ce moment-là, n'a plus à hésiter, parce qu'au moins, il aura pris le temps de la maturation et du doute. Donc ça s'est mis en place petit à petit, ça s'est testé sur des points d'application au fur et à mesure, ça s'est construit, et globalement, ça a permis quel type de résultats spectaculaires? Alors, ce que ça a permis de faire, c'est, je vous avoue qu'avec un certain amusement, parce que vous imaginez bien que ce que je viens de décrire n'a jamais été une feuille de route partagée avec d'autres personnes que celle de l'usine. Jamais il ne serait venu à l'idée d'aller voir le prédécesseur de Florent Menegaux ou de je ne sais pas qui, de dire bon, alors voilà, je vais t'expliquer, tu vas tellement aimer ce collectif-là qu'un jour tu vas décider d'y mettre de l'argent. C'était évidemment pas ça. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je l'aurais verbalisé comme je le verbalise aujourd'hui. Mais fondamentalement, l'idée, c'était de travailler sur cette confiance et progressivement. Alors le premier signal qui était extrêmement intéressant, c'est après une visite justement de Jean-Dominique Sénard, qui était à l'époque le président. Alors c'était pas celui qui était présent au moment où il y a eu la grosse crise sociale. À l'époque, il y avait eu des noms d'oiseaux qui s'étaient échangés entre le leader du mouvement social de Roanne et le prédécesseur de Jean-Dominique Sénard, Michel Rollier, par radio, interposé, où c'était mutuellement traité de voyous. Enfin bref, vous imaginez, ça les stigmates un peu bizarres quand même, ce truc-là. Et donc, ce qui a été assez cocasse, et le premier point qui m'a fait penser que quelque chose changeait, c'est quand, à la fin d'une visite de Jean-Dominique Sénard, 3 ans après que j'ai pris mes fonctions et qu'on ait commencé à s'installer dans cette logique-là, peu de temps après qu'on ait changé nos horaires d'ailleurs et que les gens soient passés sur un travail du dimanche qui leur plaisait pas fondamentalement, mais dont ils ont fini par dire « je comprends pourquoi », parce que le message était aussi relayé par les organisations syndicales. Eh bien, Jean-Dominique Sénard repart du site et me fait le commentaire en partant. Il fait toujours, vous savez, dans ces cas-là, vous avez toujours un débriefing du président. Vous dormez mal la veille en vous disant, j'espère qu'il ne va pas avoir des gros trucs qui vont pas bien. Puis quand il part à la voiture que vous le raccompagnez, vous attendez avec un peu de fébrilité de savoir ce qu'il va vous dire. Et ce qui m'avait semblé amusant, c'est qu'à ce moment-là, il m'avait dit, on sent une énorme maturité du dialogue social. Donc je m'étais dit déjà à l'époque, 3 ans après, alors il rencontrait toujours les OS, il rencontrait... alors là, j'avais exprès organisé 1 heure d'échange avec les partenaires sociaux, voilà, et honnêtement, les questions avaient été violentes, enfin violentes en disant, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop payé, enfin ça n'avait pas été un truc gentil, mais ça avait été par contre, là encore, quand il avait expliqué la raison pour laquelle son salaire était décidé de telle et telle manière, en fait, il y avait eu des rebonds constructifs.
Et donc ça l'avait frappé. Donc 3 ans après, les premiers symptômes d'un corps social compliqué, c'est un peu ce qu'on m'avait dit quand j'avais pris mes fonctions, on m'avait dit, tu vois, Roanne, ça va être un enfer, t'imagines, socialement c'est impossible. Ben, finalement, le regard commençait à changer. Et ça a été un premier indice qui m'a fait penser que, ben, finalement, en tout cas, on préférait toujours, tous les 1000 sur ce site, bénéficier de ce regard-là de l'extérieur plutôt que le regard de brigands revendicatifs. Et qu'au moins, c'était un premier profit qu'on avait tiré. Et puis petit à petit, ça nous a permis, et quelque part, la fameuse menace dont je parlais tout à l'heure, qui finissait par arriver, elle se précisait de plus en plus. La compétitivité du site devenait de plus en plus difficile. Le marché était de moins en moins lucratif, on générait de moins en moins de marge. Et l'usine, finalement, commençait à se positionner exactement à l'endroit où une usine française sur une activité manufacturière ne peut pas se trouver, c'est-à-dire elle commençait à se trouver sur le mass market. Et donc, ça commençait à sentir, un certain nombre de choses faisaient penser que s'il ne se passait pas un truc, l'usine de Roanne n'avait absolument plus sa place dans le footprint industriel Michelin. Et donc tout l'enjeu a été là d'aller probablement dans un niveau de profondeur supérieur dans le partage avec nos organisations syndicales, mais ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu ce travail ensemble avant, hein, d'aller davantage dans la profondeur, jusqu'au jour où effectivement, et je me souviens, on avait passé une semaine ensemble au vert, et d'ailleurs avec l'équipe de direction, voilà, une espèce de coalition d'associés, où j'avais partagé en transparence un certain nombre de choses, et je me rappellerai toujours qu'à la fin de la semaine, les OS avaient dit, bon, écoutez, moi j'avoue, et en fait tout l'enjeu est d'être capable de prendre la position, d'avoir une empathie suffisante vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Tant que vous considérez qu'il y a un méchant dans l'histoire, et que vous considérez que lui c'est juste le méchant de service, alors effectivement vous oubliez un truc, c'est d'essayer de considérer c'est quoi son point de vue, pourquoi il le voit comme ça, vous essayez de vous construire contre, alors qu'en fait on ne sait jamais que se construire avec. Donc tout l'enjeu est toujours de comprendre le point de vue de chacune des parties prenantes, quelle qu'elle soit, que ce soit le corps social, que ce soit les actionnaires, que ce soit le président, que ce soit machin, et d'essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui a de la valeur pour lui, qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'à un moment donné, il décide de miser sur moi. C'est ça la durabilité, c'est la permaculture, c'est de se poser la question en permanence de savoir qu'est-ce que j'apporte à mon environnement et qu'est-ce que lui attend de moi pour être capable de trouver un équilibre. Sinon, vous construisez toujours pour la force, ce n'est que la résilience et ça ne dure jamais bien longtemps. Et donc on avait eu cet exercice pendant une semaine d'essayer de comprendre pourquoi, évidemment, si on faisait rien, si j'étais à la place de Michelin, si j'étais à la place de la direction industrielle, bah oui, j'arriverais à cette conclusion, c'est une évidence. Si j'étais les clients, bah oui, évidemment, je continuerai plus à acheter cela. Oui, mais alors moi, si je suis le salarié, bah oui, moi, ça me fait chier. Et toutes ces discussions, il faut les avoir pour à un moment donné se dire, bon, ok, en fait, personne n'a la solution tout seul au problème. On a besoin d'y travailler ensemble. Et là, un beau jour, enfin, à la fin de cette semaine-là, l'intersyndicale s'est constituée. Et ça, c'est un point qui est important. C'est que les syndicats arrivent à se considérer comme étant ensemble avec quelque part des visions différentes, quelque part des points d'origine, des cultures différentes, des fonds idéologiques peut-être un peu différents, mais qu'en revanche, ils arrivent à comprendre qu'au-delà de leurs différences, ce qui est le plus important, c'est de se sentir ensemble responsables de trouver cet équilibre pour que dans 10 ans, cette usine soit encore là. Donc l'intersyndicale s'est constituée, ce qui est extrêmement important pour avoir une liberté de parole, parce qu'en fait, la question de la confidentialité des informations qu'on échange, ce n'est pas les informations qui sont confidentielles, c'est la liberté de parole de chacun. Si quand vous débattez entre partenaires, entre associés, si la personne de la CGT, la personne de Sud, la personne de CFDT ou même la direction, si moi en tant que directeur j'accepte de dire ouais vous avez raison, je trouve que les gens ne sont pas assez payés, parce que c'est ce que je pense à ce moment-là, et que je me refuse à le dire simplement parce que j'ai peur que quelqu'un récupère ma parole, alors je ne serai jamais authentique. Si la CGT a peur, et c'est ce qui s'est produit à un moment donné, la personne qui a présenté la CGT nous dit en fait la seule solution pour y arriver, c'est qu'il faut qu'on baisse nos salaires de 25%. Pour que quelqu'un de la CGT, qui était franchement, il n'a pas été déloyal à la CGT, pour qu'il soit capable de se dire ça dans une réunion, où pourtant Sud est à côté, la CFDT est à côté, la direction est à côté, j'aurais pu là-dessus fonder ma prochaine NAO en leur disant, écoutez les gars, même CGT a dit qu'il fallait que je baisse les salaires. Donc la question, petit à petit, ce qui a émergé, c'est finalement un front ensemble, où on se foutait sur le nez, hein, on n'était pas d'accord, mais en fait il y avait un truc qu'on perdait jamais de vue, c'est ce qui dépassait toutes nos divisions, c'était de faire en sorte que ces 1000 personnes, dans 10 ans, elles soient sacrément fières d'être là, et que Michelin, quand ils viennent, les représentants de Michelin, quand ils viennent, ils aient la larme à l'œil en regardant ce collectif, en repartant, en disant « Putain, c'est une sacrée équipe ». C'était notre seule ambition. Et donc ça a dépassé tout le reste, et donc un beau jour, l'intersyndicale a décidé d'écrire à la direction générale du groupe, non pas pour dire « Vous avez intérêt à sauver l'usine » ou « On demande un droit d'alerte, donnez-nous les infos parce qu'on veut savoir ce que vous êtes en train de faire », mais pour dire « On a conscience du fait qu'aujourd'hui, de multiples raisons font que Roanne ne peut pas trouver sa place sans que rien ne change dans le footprint industriel Michelin. Et parce que vous avez accès à plein d'informations auxquelles nous n'avons pas accès, mais que nous, à l'inverse,
Nous savons comprendre tout ce que peut apporter le corps social roannais. Nous vous demandons de travailler ensemble. Et quelque part, c'était un peu la réplique de la demande que j'avais faite à mes partenaires sociaux en arrivant, que eux-mêmes renouvelaient vis-à-vis de Jean-Dominique Sénard. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'à ce moment-là, vous imaginez, quand vous êtes le directeur du site, vous n'avez pas spécialement parlé de ces trucs-là. À ce moment-là, le jour où ils ont envoyé le courrier, vous avez l'ensemble de l'administration de Michelin qui vous appelle en disant « C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi le piège? C'est quoi le machin? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce qu'on peut être transparent? Est-ce qu'on ne peut pas être transparent ?» Et là, vous avez à engager votre confiance. C'est la seule fois peut-être où j'ai été décisif dans l'histoire. C'est à ce moment-là, vous avez à prendre votre responsabilité et à dire au groupe « Écoutez, allez-y en transparence. Moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, le motif qu'il porte n'est pas un motif de négociation. Non, ils ne cherchent pas à trouver un prétexte pour trouver 3% de plus au détour d'un chemin pour montrer qu'ils ont été puissants et pour illustrer leur pouvoir. Je crois qu'ils cherchent quelque chose dont fondamentalement vous seriez fiers de réussir à le faire. Alors passons ce temps-là. Et donc, on est rentré dans une logique où le groupe est venu partager un certain nombre de choses dont bien souvent je les avais déjà partagées, mais je ne l'avais pas forcément dit, mais est venu partager un certain nombre de réalités et alors a commencé un travail et nous sommes arrivés, 5 ans après le début de l'affaire, à un accord de compétitivité qui a été signé entre le groupe et les partenaires sociaux, mais co-rédigé. Pas rédigé par les juristes qui ont décidé d'écrire un certain nombre de trucs en mettant tous les KPI qui vont bien, il faut augmenter la performance de 12%, machin. Ensemble, ils ont trouvé l'équilibre, l'araignée, les fameux équilibres, enfin en tout cas ce qui leur semblait être le bon équilibre, pour y arriver. Et dans cette histoire-là, Michelin décidait d'investir 120 millions d'euros dans l'usine pour démonter tous ces procédés et pour installer les procédés qui permettaient de se positionner non plus sur le haute performance, mais ce qu'on appelle le très haute performance, c'est-à-dire cette fois-ci des pneus de 21-22 pouces. Et l'usine, aujourd'hui, a réussi cette reconversion, mais pas simplement parce que le groupe a décidé de donner de l'argent, parce que surtout, je peux vous garantir une chose, c'est que le jour où ce truc-là a été signé, les 1000 personnes de l'usine savaient pourquoi c'était signé, et savaient qu'il y avait une obligation, c'était de conserver ce qui était le plus précieux, c'est la confiance que le groupe a en nous. Et donc tous les indicateurs de la scorecard qui avaient bien sûr été fixés comme étant la contrepartie de l'investissement, eh bien 5 ans après, ils sont tous atteints. Et c'est pour ça qu'on en a reparlé récemment de ce sujet, et le groupe vient de décider, après avoir transformé la première tranche de l'usine, de réinvestir une deuxième centaine de millions dans ce collectif, alors que je peux vous garantir que sur de simples critères rationnels, rien ne justifiait d'investir à cet endroit-là. Donc voilà l'histoire qui, quelque part, a conduit à... Alors bien sûr, je vous le raconte comme ça paraît très simple, ça paraît presque poétique. Je vous garantis que ça a été des nuits blanches, on s'est déchiré, de temps en temps on s'est battu, de temps en temps par article de presse, il y en avait un qui écrivait un truc, l'autre n'était pas content. Entre direction, les syndicats, les machins, les trucs, un tract maladroit, où tout risque de se fissurer. Une parole malheureuse, où quand l'un sort de la salle, où on s'est dit plein de choses en intimité comme de vrais associés, l'autre voit cela comme une trahison. On a eu plein de trucs comme ça, je peux vous garantir, c'est extrêmement compliqué d'entretenir une confiance comme celle-là, de la part d'individus qui, au départ, quand ils arrivent, ont toutes les raisons pour se détester. Mais quand vous y arrivez, et ça arrivera peut-être qu'une fois pour 1000, je ne sais pas si j'y arriverai une deuxième fois à un autre endroit, je ne sais pas si ça se reproduira une fois sur cette planète, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là est apparu un climat social. Et en fait, quelque part, c'est la responsabilité que je m'étais donnée au départ, c'est d'essayer de créer un terreau. Ce qui poussera dans ce terreau, c'est une arrogance de croire qu'on peut le maîtriser. Savoir si un arbre qui décidera de s'implanter là deviendra grand ou pas, c'est faire fi de tous les éléments qui viennent ailleurs, parce qu'au-delà du climat social, vous avez le vrai climat, vous avez les tempêtes, vous avez plein de trucs qui peuvent arriver. Ça, vous n'en avez jamais la maîtrise. En revanche, la responsabilité de faire en sorte que le collectif dont vous avez la charge, il arrive d'abord à mieux vivre lui-même, parce que vous imaginez que dans cette harmonie, lui-même vit mieux. Mais surtout qu'il, peut-être, suscite l'envie chez d'autres de miser sur lui. Ça, c'est peut-être la responsabilité que peuvent avoir des partenaires sociaux et une direction, dès lors qu'ils rentrent dans un dialogue social, dont la finalité n'est pas pour chacun de montrer qu'il a pris le pouvoir sur l'autre. Voilà un peu l'histoire telle que je la vois aujourd'hui. Je vais être obligé de t'interrompre. Je vais garder sous le pied les 23 autres questions qui me restent, parce qu'il nous reste 8 minutes. C'est très compliqué d'interrompre quelqu'un dont on hésite à se dire est-ce qu'il est complètement allumé, est-ce que c'est un curé, est-ce que c'est un moine soldat, on ne sait pas très bien. J'ai juste une micro-question avant qu'on laisse la salle en poser 2 dans les minutes qui resteront. Quand même, quand les OS ne sont pas des bisounours, on fait comment ? On fait pareil. Alors ceux-là n'étaient pas des bisounours, le meneur de grève
était là et est encore là dans l'entreprise et aujourd'hui vu comme, par tout le monde comme étant un espèce de Mozart de la relation sociale et du dialogue social. Et il intervient régulièrement dans des conférences à droite à gauche pour expliquer comment on construit un dialogue social. Donc à la base, c'était pas des bisounours. Et d'ailleurs, probablement, ça a été clé, parce qu'il faut une forme de légitimité. Quand vous avez plein de cicatrices partout qui montrent que vous avez mené la guerre contre le patron, probablement n'êtes-vous pas suspecté d'avoir été acheté par le patron plus tard. Donc quelque part, d'ailleurs, c'était même précieux pour faire tout ça, et que le corps social accepte ce jeu-là. Mais ceci étant, il m'est arrivé aussi, sur d'autres usines, de rencontrer des gens qui n'acceptaient pas cette logique du dialogue social. Encore une fois, et je respecte, parce que tous ont été éduqués dans le fait qu'un bon partenaire social, que ce soit la direction, des fois les directeurs de site non plus, ne sont pas dans cet état d'esprit, ou parfois les syndicats, croient que leur valeur s'illustre dans la capacité à avoir été gagnée une journée de congé de plus, 100 € de plus dans la dernière négociation qui vient de sortir. Le rapport de force. Donc je comprends, je ne porte de jugement sur personne. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir la constance. Et quoi qu'il arrive, de toujours tendre la main parce que je ne le fais pas pour faire plaisir. C'est parce que j'ai la conviction profonde que tant que ce pan-là ne m'est pas accessible, je ne pourrai jamais trouver l'équilibre. Donc, la seule truc, c'est toujours tendre la main. Et en attendant que des gens soient capables de prendre la main, parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire, si les OS ne veulent pas jouer ce rôle-là, libre à elles, moi la main l'aurais toujours tendue, dès lors qu'on est dans cet état d'esprit qui n'est pas la lutte à court terme, mais la volonté de construire ensemble, alors ma main est toujours tendue et j'offre toujours la possibilité de le faire. Mais en attendant, pour que la chaise ne soit pas vide et que les décisions soient un peu moins mauvaises, peut-être, que si je n'ai pas la voix du terrain, eh bien dans ces cas-là, vous pouvez constituer un collectif de salariés qui, quelque part, auquel vous donnez le même pouvoir que ce que le législateur a donné aux OS. Vous leur donnez la liberté de parole, la protection. Je t'autoriserai à tout me dire, même que je suis un gros con, t'as le droit. Parce que ça me sera précieux, dès lors que ça n'est pas simplement un jugement de valeur pour être dans la guerre, mais parce que tu poursuis le même des 5 mois, c'est trouver le bon équilibre pour notre organisation. Et le deuxième truc qu'a donné le législateur, c'est du temps. Et l'engagement que vous demandez, c'est de ne pas faire une démocratie participative tournante, parce que si vous parlez avec les uns de la qualité de vie au travail, avec les autres de la question des stocks, avec les troisièmes de l'organisation du travail et de la flexibilité qui va avec, et puis enfin avec les derniers du TRS et comment on optimise le TRS, et puis enfin avec encore un autre des compétences, et puis enfin encore, en fait vous ne faites jamais de vision holistique, vous êtes le seul à avoir une espèce de vision holistique à la fin. La vision holistique nécessite à un moment donné d'accepter de prendre du temps ensemble à comprendre à quel point la complexité, ça veut dire résoudre les paradoxes. Et donc, on peut inviter les gens à faire ce que les OS ne souhaitent pas faire, mais par contre, j'ai toujours dans ces cas-là gardé la main ouverte. Mon objectif est toujours de dire, quand bien même les OS ne veulent pas rentrer dans ce processus au départ, par méfiance, par croyance, par dogme, mon devoir est de continuer à tendre la main. Et même quand on commence à travailler avec d'autres groupes, de la co-construction avec des salariés qui n'ont pas été élus pour ça, eh bien leur permettre à tout moment de revenir dans le jeu, parce que dans tous les cas, ils auront une légitimité donnée par le corps social que n'auront jamais les salariés. Avez-vous, ou plutôt, quelles sont vos questions au pas de course? Oui, forte voix, ça. Non, pour moi ça va, mais... Non, parce que sinon elles ne seront pas dans le... Voilà, elles ne seront pas dans la captation vidéo. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'était très intéressant. J'aimerais juste qu'on se pose ensemble la question comment vous avez fait aussi avec le management intermédiaire. Alors, vous avez tout à fait raison. Je parlais tout à l'heure de la nécessité d'aider les OS à jouer ce rôle-là en étant clair vis-à-vis du corps social. Pourquoi mandatez-vous vos OS? C'est la question qui vous est posée à vous, électeurs de vos OS. La même manière, quand vous avez une fracturation comme ça sur un site, vous imaginez, après une crise sociale comme celle-là, à chaque fois que le management me voyait discuter avec les OS, j'avais aussi un problème de légitimité vis-à-vis de mon management. Ils disaient, alors les uns pensaient, oh là, lui il est mou du genou, il va transiger en permanence, et vous avez les durs qui à ce moment-là ne se reconnaissent pas derrière leur chef. Et puis vous avez tous ceux qui ne portent pas de jugement, mais qui se disent, bon sang, je ne sais pas ce qu'il fait, pourquoi il passe des plombs à discuter avec eux, à quoi ça sert? Donc la seule solution que j'ai trouvée, en tout cas à l'époque, c'est de partager assez rapidement avec le management sur ma conviction de l'équilibre ne se trouve qu'avec eux. Alors vous pouvez les aimer, ne pas les aimer, ils peuvent être parfaits, imparfaits, tout comme vous l'êtes et tout comme je le suis. Mais en tout cas, ça n'est pas en absence de dialogue qu'on trouvera une solution qui est saine pour notre communauté, pour que dans 10 ans, elle soit encore là. Donc vous affirmez, et au début, je peux vous garantir une chose, vous suscitez évidemment dans vos lignes managériales un certain nombre d'interrogations sur un sentiment de trahison. Après une guerre, être celui qui tend la main est en général le gage d'être qualifié de traître à l'ancienne cause. Donc voilà, je l'ai affirmé, je l'ai accepté, mais encore une fois, je ne veux pas mettre de courage dans cette histoire.
Et je tiens à insister parce que là, ça paraît un peu héros du quotidien, mais c'est pas ça. La base de mon histoire, et je vous l'ai dit, et c'était à dessein que je vous l'ai dit, c'est fondamentalement parce que j'étais assailli d'un syndrome de l'imposteur et plus en panique, en ne sachant pas quoi faire, que finalement, j'ai tenté cette carte en me disant, au pire, de toute façon, tu vas te planter, au pire, celle-là, tu auras essayé quelque chose. Donc c'est pas du tout avec le courage d'affronter, j'étais un jeune directeur de 35 ans, qui prend ses fonctions. Après un mouvement social comme ça, quand vos managers vous regardent avec défiance et que vous faites ça, vous avez juste une question, vous êtes en train de vous dire « Putain, je suis en train de faire une énorme connerie ». Et évidemment, c'est plutôt ça qui se passait dans ma tête plutôt qu'un acte de courage. Oui. Oui, bonjour. 2 questions. Vous avez... j'allais dire, humblement indiqué qu'il y avait un ressort personnel. On sait que quel que soit le cadre et les organisations, il faut à un moment donné qu'il y ait un ressort personnel. Est-ce que vous avez pu, je pense notamment à la personne dont vous parliez, qui était le responsable des grèves précédentes, trouver ce qui allait l'amener, lui, à dépasser son intérêt personnel pour aller vers l'intérêt général de l'entreprise, du site en tout cas. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur les profils des hommes et des femmes qui étaient en face de vous? Et l'autre chose, c'est comment vous avez dealé indirectement avec les centrales. Vous les avez cités brièvement, parfois même convaincus au niveau local que le collectif que vous créez, le dialogue social que vous créez fonctionne. Quand ils retournent vers la centrale, elle n'a pas le même objectif sur site et donc c'est difficile. Donc, et plus petits les hommes et plus grands les centrales syndicales. Alors, enfin, pour moi, je ne sais pas si c'est petit et grand, mais je comprends ce que vous dites. Mais pour moi, le seul pari qu'on puisse faire, c'est celui de l'authenticité et de la sincérité. Et à un moment donné, quand vous parlez à quelqu'un, si vraiment vous prétendez que c'est important pour vous de discuter avec cette personne, c'est d'écouter, d'essayer de comprendre qui il est. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de se construire avec et non pas de se construire contre. Donc à un moment donné, quand vous écoutez les gens, quand vous comprenez les motifs qui ont amené chacun d'entre nous à faire ce qu'il fait, les personnes qui ont choisi de prendre un mandat, comprendre ce qui les a amenés à cet endroit-là, quelle a été parfois leur révolte, leur conviction, c'est quelque part commencer à discuter et à un moment donné, vous finissez toujours par retrouver quelque chose qui existe chez chacun d'entre nous. C'est une petite part d'humanité qui finit par être le point commun qui fait que vous avez envie de construire quelque chose ensemble, même si vos dogmes sont opposés. Donc pour moi, la question de l'écoute, du dialogue, d'abord entre personnes, entre honnêtes gens, est la racine qui permet à un moment donné de construire, et la terreau qui permet un jour de construire quelque chose. Donc personnellement, je n'ai pas d'autre recette que cela. Et parfois, quand j'ai pas réussi à avoir des personnes qui rentrent dans ce jeu-là, c'est probablement parce que d'autres recettes qui existent par ailleurs me manquent. Mais j'ai toujours essayé que celle-là. Et puis vis-à-vis du haut, vous savez, et là-dessus, j'ai un certain nombre de chances. Je vous ai évoqué le mythe fondateur, ce qui existe dans l'entreprise fait que peut-être c'est plus facile à cet endroit-là de se dire « Tiens, et si ce collectif semblait irremplaçable au point qu'on décide qu'avec eux on peut faire de grandes choses ?» Il y a des circonstances qui s'y prêtent. Une des circonstances qui est très précieuse dans l'entreprise, c'est pour ceux qui ont entendu la conférence de Florent Ménégo, c'est qu'en fait, il y a un espace de liberté énorme dans cette entreprise, qui n'est pas capté par tous. Beaucoup vont se plaindre de la lourdeur d'une administration, d'une grosse organisation, comme dans n'importe quelle entreprise. Mais quand vous comprenez que le dirigeant agit à peu près de manière alignée avec les propos qu'il a décrits ce matin, c'est-à-dire que pour lui, il souhaite que la décision et que l'autonomie soient toujours à l'endroit où elles devraient être. Alors toute la question qui vous est posée en tant que chef, en tant que dirigeant, et avec le poids que ça représente pour vous-même, est-ce que je risque de tout perdre en le faisant? C'est à quel point saisissez-vous cet espace d'autonomie? Et donc tout ce travail, c'est pas fait avec l'autorisation, ni avec l'interdiction du central, mais avec ma propre conviction. Et ensuite, eh bien, vous savez, chacun peut amener ses talents. Et il y en a énormément qui me manquent. Toutes les raisons pour lesquelles je pensais peut-être être un imposteur dans mon job, c'est parce que j'ai plein de choses qui me manquent. Mais s'il y en a une que vous avez, chacun a son diamant. Si vous décidez de le mettre au service de l'usine et que vous êtes capable d'aller expliquer quel est le projet que vous avez construit à votre direction générale, même si ce n'est pas elle qui vous a demandé de le faire, peut-être peut-elle y adhérer. Et si elle n'y adhère pas, dans tous les cas, vous avez une certitude, c'est que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et il y a une chose, parce qu'il ne faut jamais croire qu'il y a une martingale. Ce truc-là, peut-être qu'il a marché une fois et qu'il ne remarchera jamais.
Il y a eu un alignement des planètes entre ce que la conjoncture, le marché permettait de faire, ce que Michelin voulait faire, ce que l'usine présentait comme candidature. Tout ça, c'est un alignement des planètes dont je ne suis absolument pas partie prenante. Je n'y suis pour rien, sauf à avoir essayé de bouger un tout petit peu la planète sur laquelle j'étais. Et si ça n'avait pas suffi, j'aurais eu en moins la conviction d'une chose, c'est que toutes les personnes qui ont participé à cette aventure, quelque part, le rebond aurait été plus facile. Donc dans tous les cas, c'est un pari gagnant, et ensuite vous n'avez que la force de votre conviction et la sincérité de vos intentions pour être capable de faire en sorte qu'un maximum de personnes adhèrent à ça. Et je pense que ça ne marchera peut-être qu'une fois sur 1000, j'ai juste eu la chance d'être là à ce moment-là. Mais par contre, c'est toujours un pari gagnant. Parce que dans les profits, vous laissez toujours un climat qui est totalement différent de ce qui existait après, et cette usine est aujourd'hui, au-delà des investissements, un vrai bouillonnement d'innovation managériale pour Michelin. Tout ce que vous avez pu lire à droite à gauche sur ce qui se passe chez Michelin autour de la responsabilisation, de la prise d'autonomie, ça n'est peut-être pas un hasard, mais a émergé dans les années qui ont suivi de cette usine, parce que le climat et le terreau étaient favorables pour un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le pari qui est certain. Le reste n'appartient à personne. Merci Pierre-Alexandre.